L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, ça va être de discuter sur le diagnostic et des possibles pistes de solutions lorsque des producteurs ou vous, en tant que conseiller, faisaient face à des problèmes de mortalité hivernale dans les luzernières. Euh, un bref rappel des différents facteurs qui existent affectant la survie à l'hiver des luzernières. Premièrement, l'âge de prairie. Plus qu'une prairie vieille, plus qu'elle est à risque d'avoir des problèmes de mortalité hivernale importants. Et aussi, plus que le problème qui est plus âgé, il y a un dépeuplement qui a pour effet d'amplifier les problèmes de mortalité avec les années. Un autre facteur important qui affecte la survie l'hiver, c'est les hybrides des luzernes utilisées. Soit, en fin de compte, on essaie de prioriser les luzernes avec des indices supérieurs à la résistance à la mortalité hivernale et aux maladies. Pourquoi les maladies? C'est la simple et bonne raison qu'une luzerne qui est stressée par des facteurs externes, soit des insectes ou des maladies, va avoir plus de difficultés à survivre l'hiver. Le pH du sol, plus que le pH est élevé en haut de 6,6, 6,7, moins que les luzernes, en fin de compte, sont à risque de mortalité hivernale, parce que c'est un stress de moins pour eux. S'assurer de répondre aux besoins en fertilité du sol, soit en potassium, en soufre, en bore. Le potassium pour faciliter la survie à l'hiver, le soufre pour améliorer la production d'acides aminés dans les systèmes racinaires et le bore pour éviter les déficiences en bore, surtout lorsque les pH du sol sont plus élevés. Le drainage du sol, souvent dans les prairies, vous pouvez constater que lorsqu'il y a des prairies où il y a de l'accumulation d'eau dans les champs ou que il y a une nappe phréatique qui est élevée, les luzernes ont plus de difficultés à la survie l'hiver. Autre chose importante, c'est que à l'automne, un des processus pour faciliter l'hivernation des luzernières, c'est d'effectuer une déshydratation de la plante. C'est que la plante essaye de retirer le plus d'eau possible de son système pour éviter la création des cristaux de glace et détruire les membranes cellulaires. Ce qui implique que si on a des automnes secs et moins pluvieux, ça aide la plante dans son processus de préparation l'hiver. Une rigide coupe, comme je vous ai indiqué précédemment, plus que la plante est stressée, plus elle est sensible à des problèmes de survie l'hiver. On parle de 2, 3 ou 4 coupes. La coupe automnale, tout dépendant des guides qu'on peut retrouver sur Internet, tout dépendant où qu'on trouve l'information, souvent, des fois, il peut être recommandé d'éviter de faire une coupe entre le 1er septembre et le 15 octobre, mais ça, c'est très variable d'une région à l'autre, parce que ce n'est pas toutes les régions. Mais une des recommandations dont on peut trouver un outil sur Agrométéo, c'est de s'assurer qu'il y a 500 degrés jour sur une base 5 qui a été accumulée entre la dernière coupe estivale et la coupe automnale, pour s'assurer que la plante ait accumulé assez de réserves d'énergie dans ses racines pour faire face à l'hiver. Ou l'autre approche qui peut être utilisée est de simplement récolter après une première gelée mortelle à l'automne, tout dépendant des régions, ça peut arriver à la fin octobre, début novembre, et ainsi s'assurer. Aussi, l'accumulation de neige, c'est important, tout dépendant des prairies que vous avez. Si vous avez des prairies très planches, comme dans la vallée du Saint-Laurent, où il y a peu d'arbres qui servent à retenir la neige, c'est sûr et certain qu'il y aura des problèmes de mortalité parce que la neige ne pourra pas jouer son rôle de couche isolante pour protéger les températures. Un autre facteur que j'ai oublié de mentionner ici, c'est l'application de fumier à l'automne sur des prairies luzernes. Ce n'est pas recommandé parce que l'apport en azote du fumier sur ces prairies-là va pousser la plante à croître, à consommer son énergie dans son système racinaire et affecter sa survie par la suite. Je vais vous présenter deux grilles différentes, en fin de compte, qui peuvent permettre sur les producteurs, les agronomes, d'évaluer le niveau de risque dans les différentes prairies ou dans les différentes pratiques. Ça, c'est un modèle qu'on retrouve sur le site de l'OMAFRA. Je vais mettre les liens par la suite à la fin de la présentation sur ma page professionnelle, qui tient compte de différents facteurs, soit l'année de récolte des fourrages, est-ce qu'ils sont une première, deuxième ou troisième année? Est-ce que les plantes sont résistantes ou peu résistantes aux maladies? La teneur en potassium du sol, le drainage du sol, le régime de coupe. Par la suite, une fois qu'on a choisi en fin de compte le bon score, on fait la somme et plus la somme est élevée, plus les prairies sont à risque de mortalité durant l'hiver. Voici une version qui vient de l'Université du Wisconsin. Elle a été bonifiée par rapport à celle de l'Ontario, comme vous pouvez le constater. On retrouve encore l'âge de la prairie, excusez-moi si c'est en anglais, la préparation l'hiver, les résistances aux maladies, le pH du sol, qui n'était pas dans l'autre endroit, le drainage était présent. C'était quoi l'humidité en fin de compte du sol à l'automne? C'est pour ça qu'on a indiqué que ça pouvait être problématique des automnes beaucoup plus vieux.
et les différents intervalles de coupe. Est-ce que au mois d'octobre, est-ce qu'il y a un 6 pouces de. S'il y a une coupe qui a été faite, est-ce que 6 pouces a été fait laissé au sol pour s'assurer d'accumuler de la neige? Parce que présentement, qu'est-ce qui est recommandé? C'est un 4 pouces lors de la coupe. Mais à l'automne, il est recommandé de faire jusqu'à 6 pouces pour s'assurer de capter de la neige et s'assurer que la neige reste bien présente dans le champ. Ou simplement laisser la prairie vivante. La mortalité des dernières est assez visible à voir. Soit qu'il y a des problèmes de verdissement des prairies. Un verdissement lent, ça veut dire qu'il y a des problèmes par rapport à certains endroits. Il y a une croissance symétrique en fin de compte des bourgeons. C'est simplement que les bourgeons, en fin de compte, de croissance sont développés à l'automne précédent. S'il y a des problèmes de protection contre le froid, certains de ces bourgeons-là peuvent être affectés et mourir, ce qui va nécessiter que la plante les reproduise au printemps, ce qui va créer une certaine asymétrie dans la croissance de la plante. On va voir une partie de la plante qui va être très élevée, tandis que l'autre va être très basse. Ça, c'est des facteurs qui démontrent qu'il y a eu des problèmes de mortalité. Maintenant, comment on réussit à faire un diagnostic pour la mortalité hivernale? Il y a deux techniques qu'on peut revoir dans les différentes littératures, soit une approche par plan, soit une approche par tige. Les deux ont des avantages et des inconvénients. L'approche par plan, en fin de compte, peut être faite très tôt au printemps, avant que les tiges soient poussées ou qu'on perçoit le verdissement de la plante. Par contre, ça a été démontré dans des études qu'il y a peu ou pas de lien entre le nombre de plants et les rendements futurs de la prairie. Comme vous pouvez le constater ici, c'est un tableau tiré du défi des fourrages chez Valacta qui démontre le potentiel de rendement en fonction du nombre de plants dans la prairie en fonction du nombre d'années. On parle de bon, suffisant ou mauvais. Aussi, tout dépendant des guides qu'on peut remarquer, lors d'une année de plantation, il est fortement recommandé d'avoir au moins 20 plants au pied carré dans une prairie pour s'assurer que le tout fonctionne bien. Et vous pouvez remarquer, tout dépendant c'est le type de quel outil que vous utilisez, c'est soit qu'il y en a qui ont des carrés, ceux qui ont des cercles, mais ici on parle bien d'un carré de 1 par 1 fait en tube plastique. L'autre approche qui peut être utilisée à la fois plus tard au printemps, parce que c'est nécessite qu'il y ait au moins peut-être un 6 pouces de la croissance de la plante, ou encore utilisée à l'automne pour faire un diagnostic d'état de la situation des plantes. Puis le tout permet d'évaluer le potentiel de rendement d'une prairie avec l'équation qui est ici. Et cette équation-là a été développée au Wisconsin, où on démontre plus qu'il y a de tiges par pied carré, plus que les rendements sont élevés. Et aussi, je vous inviterai à faire la promotion avec vos producteurs d'aller marcher les champs l'automne des luzernières pour savoir c'est quoi l'état de la situation. Voici les recommandations qui vont être aussi mises en ligne prochainement sur le nombre de tiges qui est recommandé au pied carré, les actions à prendre. Et ici, une des différences par rapport au plan, c'est qu'il y a une information par rapport au système de santé racinaire de la plante. Est-ce que oui ou non, plus de 30% des plants ont une cote, un score supérieur à 4? Nous allons voir dans les prochaines diapositives à quoi ressemble ce diagnostic au niveau du système racinaire. En quoi consiste le système racinaire? C'est qu'à chaque fois que vous effectuez un quadrat de 1 pied par 1 pied, il s'agit de sortir de 5 à 6 plants du quadrat avec une profondeur de 6 pouces. Par la suite, c'est une échelle, c'est une grille de 0 à 5 qui permet d'évaluer la taille, la fermeté de la couronne, la symétrie de la racine, la couleur et la coupe transversale de la racine. Et il est fortement recommandé de ne pas dépasser un dénombrement supérieur à 30% avec un score de 4 ou plus. Vous pouvez regarder, ici on va regarder rapidement des photos, l'évaluation de la couronne de la plante. Ici on voit un plan en parfaite santé, un score de 0. Et comme vous pouvez le constater, la qualité du plan diminue d'étape en étape, de cote en cote, pour arriver à un plan mort qui se trouve ici à la cote 5 et une certaine blessure qu'on voit au niveau de la couronne qui débutait à la cote 2, 3 et 4. Cette présentation montre la couleur en tant que telle de la racine d'un plan de luzerne en fonction de les différentes cotes. Comme vous pouvez constater, on retrouve d'un blanc de qualité jusqu'à commence à tourner au brun jusqu'à un noir. Puis il est possible d'observer une certaine odeur de pourriture sur ces racines. Rapidement, il y a un autre guide que j'avais publié l'année passée, c'est Est-ce que la luzernière a survécu? On retrouve toutes les photos que je vais présenter aujourd'hui et les guides de référence sont présents dans cet article. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on se retrouve avec des problèmes? On remarque, ici on ne parle pas d'une prairie qui est toute jaune, en fait, on remarque qu'il y a une diminution importante de la population avec des problèmes de santé racinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas rénover la prairie tout de suite? Premièrement, qu'est-ce qui peut être fait, c'est de
Ajuster la période de récolte pour s'assurer de, pour la première coupe, aller à une récolte de pleine floraison pour laisser le temps à la plante de retrouver l'énergie, puis de reconstruire des réserves, puis de reconstruire des bourgeons. Et la deuxième, troisième coupe au début floraison. Pour des problèmes moins importants, on peut récolter plus jeune, mais toujours en tenant compte que la récolte précédente d'un problème hivernal peut dire la fin pour la prochaine saison. Augmenter la hauteur de coupe pour protéger les nouvelles tiges qui sont en train de pousser. Comme j'expliquais tantôt, certains bourgeons qui sont sur la couronne peuvent être endommagés durant l'hiver et la plante doit reproduire ce type de bourgeons au printemps, ce qui veut dire qu'il va y avoir un retard. Si on les coupe tout de suite, ça va endommager la plante. Combler les besoins d'aliments nutritifs qu'on a discuté tantôt, contrôler les mauvaises herbes, pour éviter la compétition, et éviter de faire une première coupe automnale après le 1er septembre. L'autre approche qu'on ne discutera pas trop aujourd'hui, on va juste l'effleurer pour s'assurer qu'on a un masse de temps, respecter le temps, c'est il est possible à la fois, lorsqu'on se retrouve avec des problèmes, de parler de sursemis, qu'est-ce qu'on a discuté l'année passée avec du trèfle rouge, ou encore avec la luzerne. Il faut éviter de réimplanter la luzerne, surtout si vous êtes à la deuxième, troisième saison. Par contre, les problèmes de toxicité sont moins importants si vous avez fait une année d'implantation et l'année suivante, il y a une mortalité. Il est toujours possible de réimplanter de la luzerne l'année suivante, le printemps suivant, une implantation. Ou simplement ressemer une prairie avec soit des plantes annuelles, du maïs en silage, des graminées type C4, des céréales, des plantes vivaces. Il faut faire attention à la toxicité parce que si vous avez une prairie de luzerne et que vous voulez replanter la luzerne à l'intérieur, ce n'est peut-être pas idéal. Puis pour ça, il y a Philippe Séguin de l'Université McGill qui a fait une excellente présentation il y a 2-3 ans sur les fourrages d'urgence qui s'appliquent à ce domaine. Je vous invite, le lien est ici. Je vais vous fournir le lien prochainement sur la page professionnelle encore pour que vous puissiez y accéder. Un petit rappel, c'est important d'évaluer le nombre de plants et la santé du système racinaire. Et aussi, je vous recommande fortement d'essayer d'implanter ces pratiques-là chez vos producteurs à l'automne pour vous donner une image de la prochaine saison. Ce qui est sûr et certain, si vous manquez de plants ou vous manquez de tiges au pied carré, vous avez des problèmes de santé racinaire, ça ne s'améliorera pas pendant l'hiver. Ça va juste empirer. Comme ça permet une meilleure planification à long terme. S'il y a des problèmes si les prix sont endommagés, réduire l'intensité de la récolte, combler les besoins en nutriments, utiliser la grille d'évaluation des risques dans le futur pour vous aider avec le producteur à trouver des pistes de solutions. Puis, planifier la rénovation de la prairie en tenant compte du cycle de votre plan de mise en terre. J'ai fini la présentation pour aujourd'hui.